Maintenant, on va passer au deuxième panel qu'on a appelé « Pour en finir avec la stigmatisation ». Pourquoi on a décidé de parler de ça? Bien, c'est assez évident parce que sur les lignes, quand les gens nous appellent, ça prend beaucoup de temps avant qu'ils nous parlent, qu'ils appellent à un service, qu'ils demandent de l'aide. Donc, une des raisons, c'est parce qu'ils ont peur du jugement. Donc, le peur du jugement de leurs proches, jugement de leur employeur, jugement de la société en général, en fait. En 2019, la docteure Theresa Tam, administratif en chef de l'Agence de santé publique du Canada, elle a publié un rapport nommé « Lutte contre la stigmatisation vers le système de santé plus inclusif ». Une enquête donnait alors quelques chiffres assez troublants qui démontraient que certaines communautés ont une espérance de vie diminuée en raison des stigmas. On peut notamment y lire mot pour mot, puis c'est marqué ici, je vais vous en faire la lecture. Bien que les politiques et les programmes de santé publique devraient profiter à tous, les iniquités persistantes sur le plan de la santé empêchent de nombreuses personnes d'atteindre leur état de santé optimal. Souvent, seule la façon dont les gens sont traités permet d'expliquer ces différences. Voici les faits. La stigmatisation est liée à des résultats de santé physique et mentale plus faibles. Il n'est pas possible de comprendre et de traiter de manière distincte la stigmatisation et la discrimination de personnes vivant avec un trouble de santé, comme une maladie mentale, un trouble lié à la consommation de substances ou le VIH, sans tenir compte d'autres caractéristiques telles que la race, le genre, l'orientation sexuelle, l'âge et le revenu. Ces nombreuses formes de stigmatisation qui se recoupent de façon complexe sont bel et bien présentes dans notre système de santé. On a donc voulu parler de cet enjeu de société avec des professionnels, mais pas n'importe lesquels. Des professionnels qui ont fait de la lutte à la stigmatisation une vocation, qui ont mis en place des programmes pour mieux soutenir ces communautés et qui veulent voir les choses changer. Donc, c'est très inspirant. Merci donc à notre animateur Luc Vigneault et aux panélistes de prendre place, s'il vous plaît. Luc. Donc, Luc, je te laisse te présenter et introduire la discussion. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, avant d'y aller avec un tour de table, on m'a demandé de un peu vous parler de mon parcours pour la lutte à la stigmatisation, parce que c'est un chemin que je mène depuis plus de 40 ans, donc c'est important dans ma vie. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis avec la schizophrénie depuis que je suis adolescent. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris mes pilules ce matin. Ça va bien aller. Donc, et je vis aussi avec un trouble de consommation d'opiacés. Donc, voilà. Et dans mon parcours, moi, j'ai pas pu aller à l'école longtemps, à cause de la maladie est arrivée vers 16-17 ans. J'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles et auditives à jeun. C'est important de le mentionner. Ce qui fait que, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, sans aucune formation supérieure, je suis chargé de cours à la faculté de médecine de l'Université Laval, puis également à la faculté de pharmacie à l'Université Laval. J'enseigne dans la classe à Marie-France, entre autres. Donc, moi, je donne un cours et je n'ai pas les qualifications pour m'inscrire au cours que je donne. Hein? C'est quand même pas pire, ça! Je trouvais ça spécial. Non! Mais, blague à part, les gens comme moi qui ont des troubles mentaux, ici au Canada, on a une espérance de vie de 20 ans de moins. 20 ans, c'est énorme, 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 énorme. Pourquoi? Entre autres, on appelle ça l'ombrage diagnostique. C'est quand on va consulter, on ne nous croit pas. Donc, combien de fois, par exemple, moi, j'ai des problèmes, j'ai d'autres maladies, j'ai des problèmes chroniques. J'ai eu un cancer dans ma vie, j'ai eu des opérations dans la colonne, etc. Puis à l'époque, avant l'apparition du dossier Québec, le dossier informatique, quand je voulais avoir des soins de santé, j'allais dans un hôpital X qui ne savait pas que j'avais des troubles mentaux.
Parce que si j'allais dans l'hôpital où ils savent où j'ai des troubles mentaux, bon, on n'est pas traité. C'est tout simple que ça. C'est plate à dire. Même en 2023, aujourd'hui, quand je me présente, par exemple, quand je vais à la clinique sans rendez-vous, en passant, il faut prendre un rendez-vous à la clinique sans rendez-vous. C'est moi le fou, là. Mais bon. Donc, je prends rendez-vous à la clinique sans rendez-vous, puis pour un mal, et là, il pitonne, et il voit que j'ai une maladie mentale, hein, il voit que je prends des... Là, tout de suite, là, le langage, comment va votre santé mentale? Elle va très bien, je ne suis pas ici pour ça, là, je suis ici parce que j'ai mal au dos. Non, mais là, je vois que vous prenez ci, vous prenez ça. Finalement, combien de fois qu'on me dit c'est dans ma tête, c'est parce que vous avez une maladie mentale. Puis à un moment donné, moi, mes problèmes de dos se sont vraiment aggravés. Je suis allé à la clinique de la douleur pour me faire dire que c'est dans ma tête, etc. Puis un jour, je souffrais, c'était inhumain, souffrir comme ça. Puis j'en ai parlé avec ma femme, puis moi, je ne peux plus vivre. Puis je ne veux pas me suicider, là. J'ai déjà essayé ça, puis ça ne marche pas. Je ne recommencerai pas. Je vais demander l'aide médicale à mourir. Ben, j'ai appelé à mon GMF. Bonjour, j'ai un rendez-vous pour l'aide médicale à mourir. Et là, ils ont été saisis. Une heure après, le téléphone sonne, c'est un médecin. Vous souffrez tant que ça, monsieur? Je sais pas! Je sais pas combien de fois que je vous le dis. J'en ris aujourd'hui, mais c'est totalement triste. Alors, ils m'ont fait venir tout de suite. On a eu une discussion. Et là, j'ai pu recevoir des traitements appropriés. Ça m'a conduit à une opération. J'étais 5h30, pardon, sur la table d'opération, tellement j'avais des gros problèmes graves. Mais on ne me croyait pas. Puis on ne me croit pas encore. Puis là, quand je l'ai consulté, c'était ça. On parlait des médicaments tantôt. Moi, comme schizophrène, as-tu pris tes pilules? Le gars, plus capable. Là. Arrêtez, hostie, de me demander ça, plus capable. Oui, je les prends, mes pilules. D'ailleurs, ma femme, elle me surveille pour que je prenne mes pilules. Elle dit toujours, Luc, as-tu pris tes pilules? Surtout la bleue. Je vois que elle voit son affaire, hein, donc il n'y a pas de problème avec ça. Puis également, justement, parlant de ma femme, on a voulu adopter un enfant. Oui, on a voulu adopter un enfant, fait qu'on est allé à DPJ. Et là, on nous a refusé une évaluation parce qu'on a un dossier en psychiatrie. On nous a refusé l'accès. On nous a déclaré inaptes. Vous êtes inaptes. Pas d'évaluation, là. Puis moi, ça, me fait dire que je suis inapte, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Là, évidemment, on est allé devant les tribunaux. Ça a traîné 5 ans devant la commission des normes, devant la commission des droits de la personne. Finalement, j'étais ouais, mon député, je dis, peux-tu faire des pressions? Parce qu'ils ne répondent pas. En fait, ils ne voulaient pas répondre. Finalement, ils ont donné une réponse vers dossier complet, etc., etc. Ils n'ont jamais voulu se positionner sur cette question-là. Puis après ça, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique parce que comme père aidant, PAIR, et le critère d'embauche, c'est d'avoir une maladie mentale. Hey, c'est moi! Donc, finalement, j'ai pu travailler là, puis... mais après ça, je veux être travailleur autonome. J'aimerais ça, moi, être travailleur autonome. Fait que j'ai été Emploi Québec. Je dis bonjour, je voudrais participer au programme de soutien aux travailleurs autonomes. Oui, remplissez le formulaire qu'il y a ici. D'accord. Alors, je remplis le formulaire. Et moi, très humblement, je le dis humblement, j'ai écrit 3 livres dans ma vie. Je suis patient partenaire à Laval, à l'Université de Montréal, à l'Université du Québec, à l'Université de Sorbonne, à Lyon, puis à Bordeaux. Pas pire pour un gars fini, non, pas pire, hein? Puis, je travaille à temps plein. Je fais des conférences ici et à l'étranger. Et je m'assis, puis là, je lui donne tout ça, mon CV, mes livres, mes vidéos, tout ce que je fais. La première chose qu'elle me dit, « Vous avez une maladie mentale, vous? » Ben oui, je le sais, effectivement. Vous savez, c'est stressant, travailler autonome. Tu ne serais pas capable?
Savez-vous, madame, ce qui est stressant? Ce qui est stressant, c'est quand un fonctionnaire d'Emploi Québec me stigmatise. Ah, ça me stresse, ça, là! Laissez-moi vous dire que... Puis là, elle insistait. Fait qu'elle a voulu aller devant les... Je l'ai menacé d'aller devant les tribunaux. Finalement, elle dit « Asseyez-vous », puis elle m'a accepté. Puis bon, j'ai pu accéder à ce programme-là. Mais ma vie est constamment un combat. Même aujourd'hui encore, à l'âge que j'ai, ma vie est constamment un combat. Les pires combats que j'ai eus quand j'ai eu le diagnostic de schizophrénie, puis je me présente à l'hôpital, mettons en crise. Je m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, j'étais en crise. On ne prend pas le temps de discuter avec moi parce qu'on est convaincu qu'il n'y a rien à faire. Donc, il colle le fameux code blanc, hein, code blanc d'urgence. Fait que là, il y a 5-6 gros gaillards qui courent. Et moi, quand j'ai vu ça la première fois, je pensais dans mon délire qu'ils s'en allaient jouer au football. Tu sais, fait que je vais me tasser et les laisser passer. Mais le ballon, c'était moi! Donc, on m'a sauté dessus, sauvagement, sauté dessus. Moi, j'allais à l'hôpital pour aller chercher des soins, puis la réponse qu'on m'a donnée, c'est une agression. Et je suis encore traumatisé. Je suis terrifié à l'idée d'aller à l'hôpital. Puis après ça, ils disent dans leur conférence, des spécialistes, les schizophrènes, ils ne veulent pas être soignés. Attends une minute, là. On ne veut pas se faire agresser. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec ça. Même au téléphone, on a peur. On a peur d'appeler, on a peur de parler parce que notre histoire est parsemée d'agressions par le système de santé. Ce qui fait que j'ai écrit mon troisième livre sur la stigmatisation. Je me disais, la stigmatisation, c'est le frein majeur pour aller au rétablissement des gens qui ont des troubles mentaux, par surcroît des troubles de dépendance aussi. Et bien, on a appris plein de choses. J'ai demandé d'abord aux amis scientifiques, c'est quoi l'état de situation? Bien, on sait par la littérature internationale, par les méta-analyses, nos plus grands stigmatiseurs, c'est nos soignants. Pas parce qu'ils nous battent, là, non, ils ne font pas ça, mais ils ont dans leur façon de nous traiter, qui est très stigmatisante. Moi, j'appelle ça un peu l'héritage asilaire. Hein? Ils perpétuent, ils nous traitent comme des enfants inaptes parce qu'on a la schizophrénie, alors que ça ne vient pas du tout jouer avec l'intelligence. Donc, et l'autre particularité, c'est qu'ils sont dans la négation, innie. Nous, on ne stigmatise pas les gens, nous, on les soigne, nous, on ne fait pas ça, mais la réalité fait que c'est ça. On y apprend aussi que 80% des gens comme moi ne travaillent pas dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Comprenez-vous ça, vous? Ils font venir des gens de l'étranger, puis c'est bien correct, j'ai rien contre ça, là. J'ai absolument rien. Mais moi, là, je suis né ici, mais parce que j'ai une maladie mentale, je suis exclu du marché du travail. Ça ne marche pas, ça non plus, là. Pourtant, j'ai les compétences, pourtant, j'ai ce qu'il faut, mais c'est difficile. 80%, oui, pensez-vous là, comment c'est énorme? Puis 55% des gens qui ont des troubles transitoires sont aussi sans emploi. Fait que c'est toutes des choses qui fonctionnent pas. Après ça, on s'est intéressé à la contention-isolement. Vous savez, quand on va à l'hôpital, on se fait mettre en contention, en isolement. On y apprend par la science, c'est fantastique, que la contention a un effet thérapeutique de 0. Hein? 0. Est-ce que vous connaissez, vous, des médecins qui prescrivent des effets qui ont un effet thérapeutique de 0? Sauf en psychiatrie, bien sûr, ailleurs. Hein? Si vous allez en gynéco, si vous allez voir un autre médecin, ça ne donne rien, mais on le prescrit pareil. Mais non, ça se fait pas. Mais nous, on vit ça. Ben oui. Et non seulement ça a un effet thérapeutique, mais ça fait que la personne ressort traumatisée. À la clinique des premières psychoses, où Marie-France travaille, là, la première chose que les psychologues doivent gérer, c'est le traumatisme qu'ils ont subi lors de leur hospitalisation. Là, on est en 2023. Là. On n'est plus dans le temps d'Alice Robbie. Là. C'est encore là.
Donc, il faut les fermer, ces salles d'isolement-là. Ça ne donne absolument rien. Mais il existe des approches. Qui fonctionnent. Aujourd'hui, il y a des traitements qui fonctionnent. Je parlais avec Marie-France, hein? En cardiologie, là, quand ils découvrent une approche là, révolutionnaire, ça ne prend pas 3 mois que toute la planète au complet vont axer vers ce nouveau traitement-là. En psychiatrie, on est encore dans le temps d'aller se revivre. Malgré les découvertes qu'on a, malgré tout ce qu'on sait, je ne sais pas cette résistance qu'il y a. Il y a une résistance. Les médecins de famille, pour qui j'ai beaucoup de respect, 30% d'entre eux ne veulent rien savoir. Hein? On a vu sur des portes, ici, nous n'acceptons pas des clients avec des problèmes de santé mentale. Tel quel, on a vu ça en Montérégie. Oui, hein, Julie, on a vu ça. Il y a 30% des médecins qui en feraient s'ils étaient accompagnés. Puis, finalement, il y a 30% d'entre eux qui acceptent les gens qui ont des troubles mentaux. Donc, on voit qu'il y a un problème. Puis l'autre affaire, moi, quand on m'a présenté la maladie, puis on a présenté ça à ma famille, ils ont dit à ma sœur, textuellement, « Votre frère, il est fini. » Comme ça, bon, c'est comme ça qu'on a présenté la maladie à ma famille. Pourquoi, si je suis fini, pourquoi je ferais des efforts à vivre? Comprenez-vous? Donc, heureusement, aujourd'hui, tout ça a tendance à être renversé. Puis je suis content de voir qu'aujourd'hui, on a un panel justement sur la stigmatisation parce c'est un peu comme le MeToo. Hein? Le MeToo, on a dit à un moment donné, on a dit c'est assez. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans un ère où la stigmatisation en santé mentale, c'est assez. Les premiers usagers là, qui se sont levés debout, qui sont à la tête du mouvement du rétablissement en santé mentale, c'est des gens qui ont dit on ne veut plus entendre qu'il n'y a rien à faire. On ne veut plus l'entendre. On ne veut plus entendre que notre vie finit, puis on ne veut plus entendre qu'on n'aura jamais d'enfants, puis patati, patata. On ne veut plus entendre ça. C'est sûr j'ai une maladie auquel je vis avec tous les jours. J'ai une maladie. Je ne la subis pas, ma maladie. Je ne subis pas mes traitements. Moi, je vis très bien avec la schizophrénie. Je n'ai pas mis le pied dans un hôpital à part pour travailler depuis des années. Puis c'est ce message-là qu'il faut envoyer aux gens. Hein? Parce que le problème, c'est que les soignants ne voient que des gens malades. Ils ne voient que des gens en crise. Donc, ils pensent que c'est ça, la maladie. Bien, c'est pas ça. Puis même au téléphone, quand les gens appellent, ils sont en crise, mais c'est pas ça la maladie. La grosse majorité des gens atteints de schizophrénie travaillent, ont une famille, ont des enfants, ils vont bien. Il y en a même qui sont médecins. Oui, j'en ai vu. Ils sont médecins. Donc, ça pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Puis moi, c'est ça que c'est important, mais il faut continuer, il faut dénoncer. Hein, il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas si c'est toi, qui dit, il faut porter plainte. Oui, il faut porter plainte. Oui, plaignez-vous de ça. Ils n'ont pas d'affaires. C'est pas normal de rentrer à l'hôpital de façon volontaire, puis d'être hospitalisé sur une unité qui est barrée. C'est inadmissible. Hein? On est séquestré contre notre volonté, alors qu'on s'est présenté nous-mêmes. Hey, on est au Canada, là. Hein? On n'est pas avec Poutine. Hein? Pas en tout. Bon. Normalement, on est supposé être libre d'aller. Sauf, oui, il y a des gens qui représentent un danger pour eux-mêmes et pour autrui. Oui, eux autres, il faut les garder. Mais, savez-vous, les gens qui commettent des crimes graves dans notre société, là, des meurtres puis des violences extrêmes, qui ont une maladie mentale, savez-vous, c'est combien le pourcentage? 3%. 97% des gens qui commettent des crimes, c'est des gens qui n'ont aucune maladie mentale. La majorité d'entre eux, c'est des pères de famille. Alors, on devrait libérer les malades mentaux puis interner les pères de famille. Ça serait beaucoup plus efficace. Moi, je vous le dis, moi. Bien, évidemment, on ne fera pas ça. Mais non. Donc, ça, c'est...
Puis les malades mentaux sont plus victimes de la violence de la société qu'eux peuvent en produire. Donc ça, c'est tous des chiffres qui sont là, mais le réseau semble sourd. On dirait qu'il est sourd à ça. Moi j'ai rencontré des ministres de la Santé, je les ai tous vus depuis 40 ans. On dirait que c'est pas, ça ne rentre pas dans leur tête. Hein? Mon réseau stigmatise. Ben oui. On dirait qu'ils veulent pas l'admettre. Donc, c'est pour ça qu'on doit tous et toutes être des soldats là, de la lutte à la stigmatisation. Parce que c'est le frein majeur, puis c'est ce qui empêche les gens de s'épanouir, c'est ce qui empêche les gens d'être mieux, puis de pouvoir avoir une vie enfin riche, puis pouvoir avoir une vie, mon Dieu, épanouie. Je pense que c'est ça qui est possible. Fait que, écoutez, moi, j'ai du monde avec moi. Faut que je les fasse parler, ça a l'air, donc... On va commencer. Maxime, tu veux te présenter? Okay. On va se présenter, puis après ça, on jase, OK? Vas-y. Oui, ouf, je me calme, c'est bon. Mon nom, c'est Maxime, je suis professeur en travail social, je suis également travailleur social. Je pratique principalement auprès des communautés d'ES LGBTQ+, qui ont des pratiques de consommation sexualisée. Donc, consommation sexualisée, c'est des gens qui vont consommer avant ou pendant les relations sexuelles. Donc, c'est ça, c'est de nouvelles pratiques sexuelles qu'on aborde ensemble. Fait que je fais ça, ça m'intéresse à la fois du côté recherche, mais du côté clinique aussi, parce que je reste clinicien dans l'âme et j'ai encore ma pratique privée, comme je disais un petit peu tout à l'heure. Merci. Sur ma liste, ici, c'est Joël. Je vais rapprocher, j'ai un vilain défaut, j'ai pas de voix qui porte. Donc, moi, c'est Jaëlle Bégaret, je suis directrice générale de la Maison du Père. Donc, nous, on est un organisme communautaire pour la lutte contre l'itinérance. Fait qu'on est fort d'un beau continuum de services qui va de la prévention de l'itinérance jusqu'au maintien de l'itinérance. Et en fait, l'intérêt d'être ici aussi, c'est qu'on a un service d'accès santé qui nous sert bien souvent à faire le pont avec le réseau de la santé pour aider à déstigmatiser notre clientèle qui vient avec un lourd bagage en termes de stigmatisation. Merci beaucoup. Ensuite, c'est Karine. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Karine Bertrand. Donc, je suis directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances puis professeure à l'Université de Sherbrooke. Je m'intéresse beaucoup dans mes travaux, entre autres dans le cadre de la chaire de recherche sur le genre puis l'intervention en dépendance, en fait, à la perspective des personnes concernées. On parle ici de savoir expérientiel, expertise de vécu, donc beaucoup des travaux qui s'intéressent à leur parcours en vue d'apprendre de ces parcours-là pour améliorer les services en tenant compte notamment du genre et de la diversité. Donc, la question de la stigmatisation est bien sûr un enjeu majeur qu'on peut constater lorsqu'on se met à l'écoute de ces personnes-là qui nous racontent leur histoire. Merci. Ensuite, nous avons... Excusez, elle est où? Ah, Lucie Catherine. Bonjour, Koué. Bonjour. Je m'appelle Lucie Catherine Ouimet. Je suis Anishinaabe. Ma mère est Anishinaabe, mon père est québécois. Je suis infirmière. Je travaille en ce moment. J'ai la responsabilité de 2 cliniques infirmières, dont la clinique au Centre d'amitié autochtone de Montréal et la clinique infirmière au foyer pour femmes autochtones à Montréal. Et là, je suis tout récemment candidate IPS. Je vais passer mon examen dans 2 semaines. Mais... je travaille beaucoup avec la clientèle très stigmatisée, donc mettez tous les stigmas auxquels vous pensez, puis ajoutez le mot autochtone. C'est la clientèle que je côtoie tous les jours et avec qui je travaille à tous les jours. Et je travaille aussi en collaboration avec ma voisine ici à gauche, qui va se présenter juste après. Tout à fait. Fait que c'est ça. Bien, merci beaucoup, c'est gentil. Stéphanie Marsan, à vous. Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si ma voix projette, je vais me mettre un peu plus près du micro. Alors, moi, je suis médecin.
médecin de famille, mais je travaille en médecine des toxicomanies depuis plus de 25 ans. Je suis médecin au service de médecine des toxicomanies au CHUM. Et je suis aussi directrice du programme de compétences avancées en médecine des toxicomanies, oui, au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Et je travaille depuis plus de 10 ans maintenant avec les communautés autochtones, mais aussi avec les organismes communautaires autochtones à Montréal pour justement essayer de faciliter l'accès aux services de médecine des toxicomanies. Alors, enchantée d'être ici. Bien, merci. Vous êtes gentil d'être là, tout le monde. C'est vraiment apprécié. Donc, on va demander, peut-être, on va commencer par Maxime. Peux-tu nous expliquer ce que vivent au quotidien, finalement, les gens qui t'accompagnent, puis comment tu les accompagnes? Oui, bien, c'est une bonne question, ça. Une question très large. Ben, voilà. Donc, qu'est-ce que les gens vivent au quotidien? Je dirais que ça dépend vraiment des services qu'ils vont aller rechercher. Si on va, par exemple, du côté... Ben, déjà, à la base, je travaille avec les GBRSA. Okay? Donc, c'est les gays, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc, c'est une population encore un petit peu plus spécifique que les différentes communautés de LGBTQ+. Puis, par spécifique, ou qu'est-ce qui est plus particulier, ce que je voudrais dire, c'est par rapport au fait qu'ils vont s'identifier comme hommes la plupart du temps, et j'imagine que vous savez que les hommes ont un petit peu plus de difficultés d'accès aux services de santé. Donc déjà, c'est un premier obstacle que les personnes vont vivre, hein, du fait de « je vais devoir me rendre vulnérable devant un professionnel de la santé ». À cela, ce qu'on va ajouter, bien, ça va être toute la composante identitaire de l'orientation sexuelle de l'individu. Fait que de devoir faire un coming out aux professionnels de la santé, on ne sait jamais comment que ça va, excusez le terme québécois, là, mais comment ça va virer. Hein? Est-ce que la personne va le recevoir positivement? Est-ce que la personne va le recevoir négativement? Il y a plusieurs personnes que j'ai dans ma pratique, entre autres, ou dans les recherches que je conduis, qui vont dire, bien, je me suis fait référer dès que j'ai fait mon coming out par rapport à ma transidentité. On m'a transféré de service tout simplement dès que j'ai fait mon coming out. Donc, c'est le genre de stigma ou le genre de comportement que certaines personnes dans les communautés vont vivre, ce qui fait en sorte que les gens vont parler entre eux. Hein? Veut pas, ça reste une communauté. Puis après, je vous ai dit, je travaille en consommation sexualisée. On rétrécit encore plus les communautés et les gens se connaissent et se parlent entre eux. Hein? Donc, ce qui fait que quand il y a un individu, par exemple, qui va se présenter dans un centre XY pour recevoir des soins, puis qui va être reçu de manière négative ou inadéquate, bien, ça va faire en sorte que ça va se parler dans la communauté. Fait qu'ils vont préférer prendre sur eux, entre guillemets, peut-être consommer un peu plus, demander des conseils à d'autres personnes pour pouvoir essayer de s'en sortir, jusqu'à temps qu'à un moment donné, la détresse arrive à 200%, puis là, ben, on doit se présenter en urgence, puis ben, après, on a tout qu'est-ce que Luc parlait tout à l'heure par rapport aux différentes difficultés qu'on peut retrouver dans les services de santé, hein, dont aussi une attente qui est extrêmement longue pour recevoir des services. Mais on est en détresse, on appelle, on parle au premier intervenant. Là, le premier intervenant dit « OK, ben c'est bon, mais là, il va falloir que tu parles au deuxième intervenant. Fait que là, le deuxième intervenant t'appelle 3 semaines plus tard, puis là, il dit « Ah, OK, mais t'es-tu encore en détresse? » Mais oui, je suis encore en détresse, mais là, c'était pour hier, c'est même il y a un mois. Là, OK, ben, c'est bon, je fais des évaluations, je vais transférer à l'autre intervenant, mais c'est pas sûr que ça va être ton intervenant de suivi. Fait que là, vous voyez que, ben, on ajoute. Il y a lourdeur du système, il y a les différentes identités que les personnes vont composer, il y a la méconnaissance aussi de tout ce qui est par rapport à la dépendance, par rapport à la sexualité. Puis, là, je suis en train de partir, là, on m'a ouvert une porte. Hein, fait que, faut me ramener si jamais je pars trop. Sinon, dans ma pratique... Oui. La deuxième partie... Je suis désolé, point. Dans ma pratique. Dans ma pratique, j'aime beaucoup partir de l'individu, tout simplement. On travaille à un être humain. Je suis un humain, tu es un humain, on va travailler ensemble, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut co-construire ensemble. Je ne prétends pas être un expert, j'ai les connaissances, mais la personne qui a vraiment les connaissances, c'est la personne qui vient me voir. En bout de ligne, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je peux faire avec elle? C'est d'écouter, hein, d'être empathique, puis d'être capable de reconnaître la détresse que la personne a vécue, puis de pouvoir l'accompagner au travers de tout ça. Je peux pas dire, malheureusement, je n'ai pas une baguette magique, mais ce que je peux faire, puis ce que je peux promettre, c'est de travailler fort avec la personne pour l'aider à atteindre les objectifs qu'elle veut, quel que soit l'objectif. Puis pour justement déstigmatiser ou enlever une certaine lourdeur, dans ma première rencontre, ce que je fais avec mes personnes, c'est, bien,
Tu sais, c'est quoi ton objectif? Puis ton objectif, ça peut être on maintient la consommation, ça peut être on change les comportements de consommation, ça peut être tu vas avoir des trucs par rapport à la consommation, ça peut être on arrête la consommation. C'est libre à toi. Moi, je suis juste là pour pouvoir t'accompagner au travers de ça, puis je vais me fier à qu'est-ce que toi tu me dis. Puis, il vaut mieux avoir un objectif qui est clair. Fait que si tu désires, si tu préfères qu'on poursuive cette consommation-là, c'est parfait, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut savoir, parce que si tu me dis que tu veux arrêter, mais finalement, c'est pas ça, ben, on ne travaille pas dans la bonne direction. Fait qu'il faut juste être clair au début. Puis, en tout cas, j'ose espérer. Je pense que les gens ne me mentent pas habituellement. Puis, plus souvent qu'autrement, les gens me disent, ben je veux poursuivre pour l'instant, ça m'intimide, puis ça me fait peur d'arrêter la consommation. Puis c'est un gros deuil à vivre. Puis c'est comprenable, là. Souvent, ils ont leurs meilleurs orgasmes en consommation sexualisée. Et voilà. Hein? Tout a été dit. Donc, c'est ça. On y va un pas à la fois. Fait que je vais arrêter ça là pour laisser justement du temps à mes collègues. Merci. Hey, une question pour toi. J'ai vu en Abitibi-Témiscamingue. Oui, j'habite sur la Rive-Sud de Montréal, si jamais c'est la prochaine question. Oui, c'est OK, c'est juste ça. Mais oui, mon poste est à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Oh. Mon bureau est à Rouyn-Noranda. Ah, wow! Oui, ben, il y a aussi chez nous mon bureau. OK. Non, mais c'est parce que là-bas, là, c'est préjugé, il y en a 2, 3. On pourrait en parler longuement. Ouais, c'est entre ça. pour les personnes qui vivent avec le VIH, c'est il y a ça, des ouais. arrestations policières. Exactement. Bon. C'est ça. Ça aussi, c'est un préjugé. Non. Ah oui? J'arrive de là. J'arrive de là. La semaine passée, j'étais là. En tout cas. Oui, on va y aller d'abord avec Joël. Sauve-moi de la vie, Joël. Sauve-moi. Je me suis mis dans la marde. C'est Jaël, dans le fond. Oui. Dans le fond, ben, nous, au niveau de la prévention et puis de l'itinérance, en gros, la Maison du Père, ça fait déjà de nombreuses années que ça existe, plus de 50 ans. On n'a pas beaucoup de mérite. En tout cas, c'est surtout d'avoir une équipe qui est bien engagée et puis qui a construit un beau continuum, là. Ce qui est difficile au niveau de notre clientèle, c'est que quand l'itinérance, ça peut toucher tout le monde, on le dit bien souvent, ça ne prend pas grand-chose. Ça prend surtout un manque de ressources et des accidents de vie, comme on dit. Et ça veut dire aussi que l'étiquette itinérance, c'est des stigmates sur la santé mentale, sur la toxicomanie, sur les orientations sexuelles aussi, et sur les hommes par rapport au fait que, encore aujourd'hui, on se retrouve face au fait que un homme qui se retrouve en situation d'itinérance, il y a encore le gros préjugé que s'il se retrouve là, c'est peut-être de sa faute. Et si c'est de sa faute, devant la demande d'aide, devant l'accès au service, il va assumer ce que ça prend de s'être retrouvé par lui-même dans cette situation-là. Et quand ils arrivent avec nous à la Maison du Père, on a carapace de désaffiliation, de méfiance envers le réseau des santé et services sociaux et des professionnels plus du réseau. Elle est épaisse, elle est vraiment difficile à casser. Donc nous, notre gros défi avec l'équipe, c'est vraiment de surfer sur notre lien de confiance et d'essayer de l'exporter vers le réseau en l'accompagnant du mieux qu'on peut notre clientèle d'enfants pour reconstruire le lien et qu'ils prennent un peu plus goût aussi à prendre soin d'eux parce que le sentiment d'échec est tellement fort que aussi on n'a plus envie de prendre soin de soi. On l'a peut-être mérité ce qu'on vit en ce moment. Donc il faut défaire tout ça, c'est très complexe pour remobiliser dans le fond des deux bords. Merci, oui. C'est épouvantable à dire on a mérité le mauvais sort, là, c'est vous. Merci. Maintenant, Karine, toi, tu as rencontré dans ton parcours doctoral, hein, c'est ça, 21 femmes toxicomanes qui vivent la stigmatisation. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, une chance qu'elle a dit oui. Non. Effectivement, ça a été la première étude qui m'a formée comme chercheur puis qui m'a appris beaucoup de choses. Puis quand on parle de long parcours de service, ça, c'est ce qui caractérisait beaucoup aussi leur parcours. C'est des 21 femmes qui ont été en soins spécialisés puis qui nous ont parlé de toute leur histoire de vie. Puis c'est intéressant de voir pour moi comment je les ai vues dans leurs forces, leurs capacités, à quel point elles ont des forces et la résilience, mais comment elles ont eu besoin au moment de me rencontrer. Le bénéfice qu'elle ressentait de faire un retour sur cette vie-là pour identifier ses forces et capacités, parce que souvent, c'est pas ce qu'on leur a reflété à travers une utilisation répétée des services. Puis c'est intéressant de voir parce que l'aspect relationnel dont on parle depuis le début, même précédemment,
ça peut être majeur à la fois du côté positif, mais aussi retraumatisant, malheureusement, souvent en contexte d'utilisation de services répétés. On sait maintenant au niveau épidémiologique qu'il y a à peu près 40% des personnes qui ont des troubles d'utilisation de substances qui ont des parcours sur plusieurs années, que pour une certaine proportion des personnes, c'est persistant comme trouble d'utilisation de l'usage, mais pourtant, on conçoit les services comme le meilleur service qui va durer 10 sessions ou 3 mois ou peut-être même à l'interne très intensément 6 mois et on devrait guérir, un peu comme si on pense qu'on soigne une jambe cassée, par exemple, avec cette impression-là quand on retourne dans les services qu'on est en échec, d'être reçu de façon... donc, vraiment, cette idée de stigmatisation. Donc, les personnes avec qui se sentir un colo, par exemple, les gens avec qui on n'aurait rien à faire. Alors, comment arriver à reconceptualiser cette idée de rétablissement comme étant pas que l'abstinence aussi? On a creusé ça un petit peu aussi avec le temps, avec des études plus récentes où on s'est centré sur la question aussi du genre, notamment, puis la question, entre autres, pour les femmes qui étaient souvent marquées au fer rouge par rapport à l'aspect d'avoir des enfants et de consommer en même temps. Donc, la possibilité, par exemple, d'avoir une approche de réduction des méfaits, même qui parfois est officiellement celle d'un centre. Moi, ça m'a frappé une étude récente canadienne qui mentionnait que même dans les centres qui ciblent les femmes pour lesquelles l'approche est la réduction des méfaits, quand on interviewe les professionnels, il y a quand même beaucoup de malaise et d'inconfort. Donc, c'est vrai qu'on est dans la sensibilité des sujets. Oui. Mais ce que les femmes nous disent aussi plus récemment, c'est comment la difficulté d'être entre elles aussi, puis d'avoir un espace sécuritaire où se confier, lorsque leur démarche pour aller mieux n'implique pas nécessairement l'abstinence ou implique différents types de choix pour aller mieux. Donc, il y a vraiment des éléments où, malgré beaucoup de progrès, je pense, dans notre société, on se retrouve beaucoup dans une vision morale par rapport à la consommation. Absolument. Pour l'ensemble là, de tous les genres, mais il y a des enjeux par rapport aux femmes qui consomment. Puis peut-être un petit élément, là, avant de passer la parole à mes collègues sur cet élément-là, on a vraiment aussi des fois, ce qu'on essaie de faire, c'est de questionner des fois nos biais qu'on peut avoir en intervention. On peut voir, par exemple, que pour les jeunes garçons, souvent, ils vont plus être vus dans leurs troubles de comportement, plus être jugés sur, par exemple, une dépression qui est non vue parce qu'on voit le trouble de comportement uniquement, on voit peut-être pas la détresse derrière. Des hommes aussi qui ont été judiciarisés, qui nous ont parlé de leur trouble de santé mentale, puis comment ils n'étaient pas crus. Là, ça m'a donc, être pas cru aussi pour les problèmes de santé mentale. Si on est un délinquant, on ne devrait pas être en détresse. Mais non. Puis à l'inverse, des jeunes femmes qui, souvent, ont des services spécialisés en toxicomanie après plusieurs années de troubles, qui n'en auront pas parlé au niveau de leur médecin de famille ou leur psychologue, par exemple, parce qu'elles n'ont peur d'être jugées, peur au niveau de la garde de leur enfant, peur d'être vue comme une personne qui n'est pas digne de respect. Donc, il y a aussi des normes qu'on a, qu'on ne réalise pas parfois, qui fait que ce qu'on va présenter, ce dont on va discuter, va beaucoup influencer sur comment on a peur que le professionnel devant nous va nous juger. Donc, c'est important des fois de se représenter quelle est la sensibilité, quelle est l'histoire aussi. Comment aussi, quand il y a eu des histoires positives avec des intervenants, ça peut vraiment changer une trajectoire de façon majeure aussi. Mais comment parfois quelqu'un qu'on accueille dans notre bureau a beaucoup d'expérience, malheureusement, de jugement est très difficile avec d'autres professionnels, qu'il faut savoir d'abord accueillir ça et peut-être pas se conclure trop vite à l'impression que la personne n'est pas suffisamment motivée ou ouverte. Elle reviendra nous voir quand elle sera suffisamment ouverte. Donc, c'est peut-être des apprentissages, ça fait partie des apprentissages que ces femmes-là ont témoigné là, dans cette première étude-là. Ouais. Pas intéressant. Merci beaucoup. Maintenant, Lucie, Catherine et Stéphanie, vous travaillez en duo, j'en ai bien compris. Peut-être commencer par Lucie, Catherine, puis Stéphanie après. Mais pour faire un peu de pouce sur ce que Karine vient de dire, puis sur ce que Jaël puis Maxime ont dit, chez nous, les communautés autochtones qu'on retrouve un peu partout au Québec, c'est aussi simple qu'on ne va pas consulter parce qu'on a tellement peur du système de santé, la façon qu'on est traité, on y va juste pas. Ça finit là. Puis quand on finit par être obligé d'y aller, bien, c'est souvent en ambulance. En ambulance, quand tu es sur une civière, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes attaché. Beaucoup de notre patientèle, moi, les membres de la communauté que je vois ici à Montréal, quand ils finissent en ambulance à l'urgence, ils sont contentionnés et il y a un code blanc quand ils arrivent. Oui. Donc, c'est sûr que
avec la clientèle autochtone à Montréal, il y a plusieurs difficultés qui arrivent quand on arrive à l'urgence. Je suis des femmes enceintes qui vivent dans un contexte de grande vulnérabilité, victimes de viol, de traumas passés, consommatrices, qui vivent beaucoup de préjugés, qui vivent dans la rue, mais qui veulent garder leur enfant, puis veulent s'en sortir. Mais les préjugés sont tellement forts dans le système face à ces femmes-là. Dès qu'elles rencontrent un professionnel de la santé, bien, c'est sûr que la DPJ est présente dès la naissance du bébé. Puis dépendant sur quel travailleur social on tombe de la DPJ, des fois, la personne va être compréhensive puis dire, bon, tu peux garder ton bébé 24 heures, puis tu vas voir après ce que tu veux faire. D'autres fois, comme c'est arrivé il n'y a pas plus tard que 2 semaines, ce travailleur social-là m'a carrément dit, parce que j'ai appelé après, parce que j'étais en maudit, excusez, qu'il n'avait jamais travaillé avec les clientèles autochtones, puis il ne sait pas c'est quoi, fait qu'il juge, comme c'est lui qui a le jugement pour décider si la mère peut le garder, bien, il a décidé d'enlever le bébé immédiatement. Cette mère-là avait suivi tous les traitements de sevrage pendant sa grossesse. Wow. Elle avait réussi à cesser de consommer. Il y avait une place qui avait été réservée pour elle au foyer pour femmes autochtones, où on reçoit les enfants aussi. Donc, un milieu sécuritaire avec son bébé. Mais non, ça finit. DPJ a pris l'enfant, puis ça a pris... finalement, il y a eu le First... il y a un organisme à Montréal pour le système de justice pour les Autochtones qui a réussi à passer en cours 2 semaines plus tard avec la mère pour qu'elle puisse au moins avoir son bébé au foyer pour femmes autochtones. Puis là, c'est là qu'elle a ses évaluations de capacité parentale. Là, je vous épargne tous les détails, mais c'est quand même pas culturellement adapté, mais pas du tout, pour évaluer la capacité parentale d'une personne. Mais même pour n'importe quel Québécois moyen, c'est pas adapté du tout. Juste pour vous dire un peu c'est quoi, là. C'est dans les bureaux, souvent de la DPJ, où est-ce que tu as un appartement simulé, là, avec une grande vitre, où est-ce qu'on met la maman et son bébé dedans. Et là, les intervenants qui vont regarder à travers la vitre, voir comment les capacités d'attachement, les capacités... Donc, en gros, ça ne prend même pas en considération si la dame utilise du tabac, donc si elle fume, elle ne peut pas sortir aller fumer. C'est considéré comme de l'abandon du bébé. C'est pas prendre en considération la réalité autochtone, la façon qu'on vit dans les communautés avec un bébé. Donc, ça, c'est juste une histoire. Ça, c'est la DPJ. C'est une grosse affaire pour les femmes autochtones. C'est pour ça que beaucoup de femmes autochtones ont peur des travailleurs sociaux. Je suis désolée. La première chose qu'on me demande souvent quand on me consulte, qu'on vient me voir, c'est « Est-ce que je suis une travailleuse sociale? » Puis là, quand je dis « Non, je suis une infirmière », ah ben là, c'est correct. On sait que dans beaucoup de communautés, les dispensaires sont tenus par des infirmières. Il y a quand même un lien avec les infirmières dans plusieurs communautés. Donc, souvent, c'est des membres, des personnes qui font partie de la communauté aussi. Donc, il y a une ouverture plus grande. Puis, à Montréal, en ce moment, au Centre d'amitié autochtone, mais évidemment, c'est beaucoup des clientèles très, très vulnérables qui fréquentent le Centre d'amitié autochtone. On offre des repas, il y a des douches, il y a Internet, puis il y a des services culturels aussi, de Tewagen, puis ça c'est le tambour autochtone, puis du perlage, puis fabrication de vêtements traditionnels. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en contexte de vulnérabilité qui viennent. Puis, là, de bouche à oreille, là, ça fait 1 an et demi que le projet est mis en place. Il y a des gens qui vont attendre que je sois là. Moi, je suis là 2 jours semaine au Centre d'amitié autochtone, qui vont attendre que je sois là pour consulter, plutôt que d'aller consulter un médecin ou aller à l'urgence. Et je ne vous dis pas dans quel état souvent sont ces personnes-là quand ils viennent me voir. Oui. Il y a des gens qui vont juste dire « Non, moi, je ne vais pas à l'urgence. Je préfère mourir
C'est aussi fort que ça. Oui, Puis là, l'autre affaire, c'est on a beaucoup d'enjeux de toxicomanie, de consommation. Puis avec notre clientèle, comme beaucoup de clientèle vulnérable, ce n'est pas propre aux Premières Nations, quand on veut un service, on a besoin du service maintenant. Oui. Sinon, on ne le prend pas. Fait que le concept de rendez-vous, le concept de oui, je veux voir un gynécologue, tu as rendez-vous dans 3 mois, mais oublie ça, c'est sûr que la personne ne se présente pas. Donc, voyant ce problème-là pour le référencer, pour être vu, pour être pris en charge quand tu es prêt à faire une détox, quand tu es prêt à commencer à arrêter de consommer, c'était une problématique. Puis l'équipe de Dr Marsan, c'est une équipe qui est très orientée côté sensibilité culturelle autochtone. Puis c'est toi qui m'as contacté, je pense, au début, quand j'ai commencé là-bas, pour voir si on pouvait faire une entente pour que notre clientèle autochtone puisse être prise en charge rapidement par l'équipe de Dr Marsan pour qu'ils puissent commencer leur désintox et être référés directement sans passer par un médecin externe et tout ça. Puis c'est rapide au point que quand j'ai un patient qui vient me voir, je fais la première évaluation, un patient qui veut arrêter, mettons, puis je texte Dr Marsan, as-tu le temps dans 5 minutes de rencontrer quelqu'un par télémédecine? Oui, parfait. La personne a rencontré Dr Marsan en 20 minutes, 25 minutes, tout est fait. Wow. Fait que, Merci beaucoup, Dr Marsan. Voulez-vous rajouter un petit quelque chose? Ou... Tu as tout dit. Elle a tout dit, hein? Elle parle bien, oui. Ce que je pourrais dire, c'est que ça fait longtemps qu'on essaie de rendre nos services accessibles. On a une clinique externe où on va offrir des évaluations, le traitement du sevrage, le traitement de l'hépatite C. On essaie de donner des rendez-vous rapides. On a une unité de désintox où on peut hospitaliser les gens qui ont des risques de complications de sevrage. Puis on a aussi un service de consultation liaison où on a 2 infirmières puis un médecin qui vont soutenir les équipes ou les autres unités de l'hôpital, que ce soit les soins intensifs, la médecine interne, l'urgence, pour la prise en charge de patients qui ont des troubles d'usage de différentes substances, pour que justement les gens avec ces troubles-là restent plus longtemps à l'hôpital, soient confortables, puis se sentent écoutés, puis pris en charge. Et puis, la chose alors qu'on a faite justement pour faciliter l'accès, c'est que pas besoin d'une demande de consultation d'un médecin. Le patient, un membre de la famille, n'importe qui peut appeler pour prendre un rendez-vous, puis on essaie de donner un rendez-vous quand même assez rapide. Mais même avec ça, c'est pas tout le monde qui accède à nos services, puis encore moins les personnes qui sont des Premières Nations, métis ou inuits. Alors, on s'est penché un peu plus sur la question en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne viennent pas? On a travaillé avec les organismes communautaires pour essayer de faciliter la liaison, la navigation, pour que les gens soient accompagnés. Mais même à ça, les rendez-vous étaient donnés, puis les gens ne venaient pas. Alors, c'est pour ça que c'est sûr que... Puis je travaille aussi avec les communautés autochtones en région éloignée. Puis elle me disait aussi à ce moment-là, même avant la pandémie, qu'il y avait énormément... qu'ils avaient besoin de services, qu'ils n'avaient pas accès aux services en toxico, justement parce que les services étaient à quelques heures de route de leur communauté, qu'il fallait un transport pour se rendre, que les services étaient souvent juste en français, puis que la majorité des communautés sont anglophones ou ne parlent pas l'anglais ou le français, et que, comme Lucie Catherine a dit, il y a énormément de méfiance dans les communautés envers le système de santé. Donc, les gens, l'accès aux services, il n'y en avait pas. Alors, à force de discuter avec les conseils de bande, avec les membres des communautés, on s'est dit, mais pourquoi on n'essaye pas la télésanté?
Puis qu'on essaie de voir, comme ça, on offre le service dans la communauté du patient. Le patient est accompagné de gens qu'il connaît, avec qui il est bien, que ce soit un aîné, un guérisseur, une infirmière avec qui il y a déjà un lien. Et puis à ce moment-là, on tente d'essayer de faciliter cet accès-là. Alors, on a commencé avec une communauté en Gaspésie, puis ça a super bien été. Et là, il y avait d'autres communautés qui voulaient justement avoir ce service-là. Puis là, la pandémie a frappé, ça a frappé fort. Et même à Montréal, où il y avait des ressources, mais là, les ressources, il y avait une pénurie, les portes se fermaient. Alors, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas la même chose avec des organismes communautaires qui sont toujours là, qui essaient justement de soutenir les personnes comme avec Cactus, Spectre de rue, puis le Centre d'amitié autochtone. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à se parler, puis qu'on a mis ce programme-là en place. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, oui, ils ont un service rapide, puis ils viennent voir Lucie Catherine, qui a un lien à eux absolument incroyable. Mais nous aussi, on commence à développer un lien, puis on voit que tranquillement, ils viennent tranquillement nous voir même à l'hôpital par la suite. C'est beau. Ils viennent que tranquillement, il y a une réinsertion dans le système de santé. Alors, merci. Ça, c'est pas peu dire, ça. Ça, c'est pas peu dire. Ils viennent d'eux-mêmes. Bravo. Merci beaucoup pour ces explications. Ça fait chaud au cœur un peu, hein? Puis, il reste combien de temps? Pardon? Deuxième partie? Bon. C'est elle qui gère le temps. Okay. Là, on veut évidemment terminer sur une note d'espoir. On ne veut pas vous laisser en disant ça va mal à la shop. Donc, juste peut-être rapidement aussi, ce qui fonctionne bien avant de passer la parole. D'abord, moi, j'enseigne aux futurs docteurs, là, le patient, là, c'est le seul expert des conséquences de la maladie sur sa vie. Il n'y en a pas d'autre. Hein? C'est le seul expert des conséquences du traitement sur sa vie. Donc, si vous partez avec ça, là, c'est deux experts qui se parlent. Hein? Vous avez le médecin, ou l'infirmière ou l'intervenant qui est expert pour traiter les gens et la personne qui est expert de sa vie. Donc, ces deux experts-là vont travailler ensemble à élaborer un traitement approprié. Et ça, je peux vous dire, la littérature démontre que ça fidélise beaucoup, beaucoup au traitement des gens. Puis on travaille aussi beaucoup que ce qu'on appelle dans la décision partagée. On a des outils, c'est-à-dire des plaquettes où il y a le nom des molécules et c'est inscrit telle molécule joue sur les troubles sexuels, telle molécule joue sur le poids, etc. Parce que les deux plus grandes raisons d'abandon de traitement, c'est les troubles sexuels et la prise de poids. Donc, ne pas vouloir en parler, c'est de faire fausse route. Donc, de dire, voici... Puis en même temps, la personne peut choisir un médicament qui crée des troubles sexuels, mais elle le sait. Puis ça évite des chicanes de couple, hein, tu ne me désires plus, puis vous savez comment se casser. Mais là, quand c'est le pharmacien qui te l'a dit, ou le docteur, bien là, c'est pas pareil. Donc, moi, je pense de traiter les gens, tu as vu mon premier livre, là, Je suis une personne, pas de maladie, les traiter comme des personnes, puis que les gens soient partie prenante de leur traitement, c'est une bonne chose. Enfin, je vais faire un tour de table pour vous nous parler plus des solutions dans votre champ d'expertise respectif. OK, je commence. Bon, toujours. Plusieurs pistes de solutions. Hein. Mettons, on s'en va dans le plus simple. OK? Tous les professionnels qui sont formés, en théorie, on apprend c'est quoi le savoir-être. Hein? Donc, c'est de revenir à la base. De revenir à la base du savoir-être, qui est justement de créer ce lien qui est empathique-là avec l'individu. Puis qui dit empathie, on dit aussi d'être capable de ressentir un petit peu avec l'autre, d'être capable de pouvoir comprendre la détresse, pas nécessairement se mettre à se morfondre, de pleurer comme une madeleine, là, mais être capable de ressentir ça, cette détresse-là de l'autre individu. Parce qu'il y avait des choses justement qui ont été dites un petit peu plus tôt par rapport, entre autres, les personnes qui vont se présenter avec des troubles concomitants. Là, je me rappelle quand je travaillais en dépendance, au centre de réadaptation en dépendance, mes collègues me disaient « Ah non, mais il n'y a rien à faire, elle est TPL. »
Il n'y a rien à faire, TPL. C'est une étiquette, oui, je comprends, là, mais c'est une personne aussi, avec une détresse, puis la détresse est vraie. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. On va mettre ça de côté. Hein? Fait que c'est de reprendre ça, puis de vraiment retourner à la base de c'est quoi le savoir-être. Sinon, peut-être un autre élément qui a été mentionné un petit peu plus tôt, que je rebondirais dessus, tout ce qui est par rapport à l'approche de réduction des méfaits. Hein? Je ne sais pas si vous savez, mais en santé, en tout cas à l'hôpital, dans les cliniques, on aime bien les statistiques. Oui. Hein? Oui. Ah, les statistiques. Hein? Puis souvent, on va mettre les chiffres avant l'humain. Hein? Comme tout à l'heure, dans l'intervention précédente, il y avait une question, c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, juste de donner le temps aux intervenants d'intervenir. Hein? Juste ça. De ne pas donner une limite de 3 rencontres, de 5 rencontres, de 10 rencontres, de 10 minutes au médecin. Non, mais 10 minutes au médecin, mais c'est ça. OK, ton bobo, c'est bon, merci, bonsoir, mais il y a plein d'autres affaires que la personne pourrait aborder avec son médecin de famille, puis justement créer ce lien de confiance-là. Puis revoir la réduction des méfaits, justement, avec, c'est comment qu'on peut retourner ou trouver un point d'équilibre dans notre vie, puis c'est quoi ce point d'équilibre-là, parce que ce point d'équilibre-là va être différent d'un individu à l'autre. Hein? C'est pas vrai qu'on est tous faits dans le même moule. Hein? On est tous différents. Puis c'est la beauté aussi d'être un être humain, c'est ça. On est tous différents, puis on peut tous s'apporter les uns les autres. Fait que vraiment de retourner à cette base-là que c'est une intervention d'un humain à un humain. Puis après, c'est d'être capable de s'intéresser aussi à ce que la personne nous nomme. S'il y a des éléments qui nous partagent, que la personne nous partage, qu'on ne connaît pas, c'est de faire preuve d'humilité. Hey, je suis désolé, je connais moins par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais m'en parler davantage? Et nous, de notre côté, d'avoir le temps pour qu'on puisse faire nos devoirs, qu'on puisse s'informer. C'est pas vrai que, je forme en travail social, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, puis je nomme régulièrement mes étudiants, on ne peut pas tout vous apprendre. Je ne peux pas vous montrer à traiter de l'anxiété, traiter de la dépression, traiter de troubles concomitants, traiter ci, traiter... Impossible. Vous allez rester ici 10 ans, 12 ans, puis vous n'aurez pas tout vu, là. Ce qu'on peut vous montrer, par exemple, c'est d'être capable de réfléchir, d'aller chercher vos réponses, d'être capable de faire preuve d'empathie, puis d'être capable de collaborer avec la personne, justement, pour co-construire ensemble ces interventions-là. Fait que, de donner le temps aux intervenants de pouvoir s'informer, de pouvoir collaborer, de pouvoir appeler le pharmacien, appeler le médecin. Tantôt, c'était le métissage des savoirs, je pense, qui a été nommé, d'avoir le temps de pouvoir faire ça. Hein? Fait que je dirais déjà ça, à la base, ça ferait déjà une grosse différence. Fantastique. Une grosse différence. Puis après, on pourra rajouter du flafla, mais on pourrait commencer juste par première étape. Merci. Maintenant, Jaël, c'est à toi, les solutions. Bien, nous, une des choses qui fonctionne, en tout cas, le grand principe de base, c'est peut-être de reconnaître nos forces, tant en tant qu'organisme et partenaire, mais aussi avec les participants, parce que quand on a reparti Accès Santé après la pandémie, c'était toute une réflexion. Au départ, on avait 2 lits de soins palliatifs qui étaient accessibles avant la pandémie, mais qui n'étaient pas très occupés. Alors que quand on s'est assis pour réfléchir, on s'est dit, mais pourtant, il y a une prévalence au niveau des cancers dans la population itinérante. Comment ça se fait qu'on n'en a pas tant que ça? Fait qu'on a pris le temps de s'asseoir avec le CHUM, de s'asseoir avec des partenaires pour se dire, peut-être faudrait déjà commencer par offrir l'espace pour quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer et qui a besoin de soins d'onco. Et si jamais ça va vers les soins palliatifs, on sera déjà là. Et quand on a changé cette approche-là, déjà, c'est un succès Accès Santé. Là. Avec le partenariat avec le CHUM, c'est vraiment un succès parce que beaucoup de la population de notre clientèle, ils ne seraient pas allés vers le traitement. Faire un traitement d'onco en pleine situation d'itinérance avec tout ce que ça implique, là, c'est comme non, j'y vais pas. Fait qu'avec l'équipe, ils arrivent à refaire confiance et l'équipe arrive à les ramener dans le système hospitalier, mais avec un bon filet de sécurité émotionnelle, biopsychosociale et surtout un endroit où ils peuvent se reposer après le traitement. Donc, je pense que reconnaître nos forces chacun et peut-être pas, comme on disait un petit peu au début aussi, c'est les gestionnaires, ce qui est important, qui redescend nos équipes, c'est on n'est pas là pour être l'expert, mais on est des facilitateurs. Donc, s'il prend le siège d'expert, on garde notre chapeau de facilitateur. Oui, facilitateur. Et ça nous évite de parler juste des problèmes, parce que quand on parle juste des problèmes, au final, en face, il y a quelqu'un qui va nous amener plein de problèmes. Et en milieu hospitalier, ils en ont déjà assez, des problèmes. Oui.
Donc, ça a été tout un changement de pratique et on vit de belles expériences avec l'oncologie, mais aussi avec un projet de UDI pour les utilisateurs de drogues injectables. Oui. Et ils peuvent à ce moment-là recevoir un traitement antibiotique, mais pendant toute la durée de A à Z, mais en étant hébergés à Accès Santé, et le CHUM nous accompagne dans le service. Parce qu'avant, sinon, ils commençaient le traitement, ils retournaient dans des situations précaires, et là, l'infection revenait, ils revenaient à l'hôpital. Il faut qu'on dise, on va offrir l'espace et le soutien, et comme ça, ils peuvent vraiment continuer leur traitement jusqu'au bout, pour éviter les portes tournantes au final. Absolument. Merci beaucoup. Puis également, ça me fait penser... chez l'association Vox Québec, je travaille là. Donc, entre nous, on se prépare à la rencontre avec le professionnel. Et ça, c'est, mon Dieu Seigneur, que c'est aidant. Vraiment de faire la liste d'abord de nos besoins, des symptômes. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Parce qu'il va vous le demander, mais qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Fait qu'on va y dire avec une demande. Et ça facilite, je vois que vous acquiescez à ça, c'est très, très facilitant de former nos usagers ou à aller consulter professionnels. Merci. Maintenant, on est rendu à Karine. Oui, Karine, oui, c'est la même face. C'est pas oui, c'est moi ça. Ben, peut-être en rebondissant sur ce que vient de dire Jaël, je trouve ça intéressant, puis l'idée des statistiques qui parfois sont une nuisance, mais je trouve ça intéressant de voir comment on peut parfois utiliser les statistiques pour guider une démarche de réflexivité. Je trouve que c'est un super bel exemple de dire, ben écoute, il y a du cancer dans la population, eux aussi, qu'est-ce qui se passe, comment on peut favoriser l'accès à des services dont ils ont besoin. Un autre exemple, par exemple, si je reviens sur la question des filles et des femmes, par exemple, qui consomment des substances, je trouvais ça vraiment intéressant, les statistiques au départ, où on voyait que c'était à 48-52, donc à peu près moitié-moitié à regarder des références des femmes et des hommes qui appellent. Puis je trouve ça quand même parlant parce que c'est quand même justement en soi une bonne pratique qui lutte à la stigmatisation puisque c'est confidentiel. La question à distance, souvent, on va même nommer comme les services qui sont soit en ligne ou à distance comme étant en soi une bonne pratique sensible au genre. Au fait que parfois, ben, c'est difficile de parler des substances qu'on a peur d'être jugées puis que le fait d'avoir accès à ce type de ressources-là en soi peut être important. Sur le terrain, par exemple, en réduction des méfaits, on a chez les personnes en situation de plus grande précarité, des fois on a du 20 à 30 de femmes. Wow. Elles vont nous raconter des fois la peur aussi des enjeux de violence ou de pouvoir, mais donc il y a donc des réflexions qui se font sur comment on peut rejoindre ces femmes-là. Je peux donner quelques exemples. Je pense à, par exemple, l'organisme Passage, avec qui on ne fait pas nécessairement de recherche en tant que tel, c'est des partenaires, mais qui ont été identifiés à travers les parcours. C'est consacré aux femmes. Elles peuvent avoir accès à des hébergements. On n'exige pas l'abstinence. Il y a des lieux de soutien entre elles, très axés sur le développement des compétences, des capacités. Et tout à coup, ben, on se trouve à mettre la lumière sur des personnes qui, finalement, vont plutôt être invisibilisées. Hein. On pourrait dire invisibles ou souvent invisibilisées. Donc, des fois, de se poser la question, OK, bien, souvent dans les centres de réadaptation en dépendance, dépendamment, on est autour mondialement de 30 et 40 de femmes. Donc, on peut penser, c'est quoi les barrières à l'accès? Comment on peut aller rejoindre ces personnes-là? Il y a des organismes, il y a comme Rond-Point, par exemple, qui est le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, en collaboration avec plusieurs autres ressources aussi, vont vers des femmes qui ont des enfants qui sont en situation de grande vulnérabilité. Puis, il y a vraiment de la collaboration qui est faite pour il y en a des belles choses. Oui, oui. Ah, bien, super. Donc, vous pourrez sûrement en parler de façon encore plus détaillée éventuellement, mais c'est un autre élément qui ressort comme des pratiques intéressantes qui luttent à la stigmatisation finalement en abattant les barrières et de façon et qui partent de la base, qui disent, bien, voici, c'est quoi les barrières, puis comment moi je peux trouver des solutions. C'est ça. Peut-être un dernier exemple que je pourrais donner. Moi, j'ai aussi le privilège d'accompagner comme chercheur dans une recherche participative le Tapage Québec, maintenant, travail alternatif payé à la journée. J'entendais la question de l'emploi. Ben oui. Si on a des problèmes de santé mentale, si on consomme, ce serait incompatible avec le fait de travailler, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'une part, c'est que même le travail peut devenir un levier en réduction des méfaits puis contribuer à la santé globale si on réfléchit quelles sont
nos pratiques, comment on peut changer l'environnement de travail puis favoriser un succès. Et on se rend compte que ça fonctionne. Oui. Puis ces jeunes-là en situation de précarité, notamment qui fréquentent Yospec de rue, qui a créé ça il y a 20 ans à Montréal, bien, ils nous nomment, eux, quand on les interviewe, le fait qu'un des apports majeurs du fait d'avoir accès à un travail alternatif payé à la journée, ça a été le regard de la société qui a changé sur eux. Exact. Les citoyens qui croisaient où tout à coup ils étaient vus autrement que par leur look marginal, c'est bon ou par leur fonction, leur place dans la société. Et ça, c'est vraiment majeur dans le sentiment d'aller mieux pour ces jeunes-là. Donc, ça aussi, penser l'accès à un travail, à un revenu, c'est aussi une façon de lutter à la stigmatisation. Oui. Puis c'est pas... on sort de nos idées sur... Il est-tu motivé, veut-tu bien, il est-tu paresseux, il n'est pas capable. Donc, c'est des initiatives qui s'attardent à abattre les barrières puis prendre le parti de voir quel est l'objectif de cette personne-là, de travailler avec ses forces et ses capacités. Donc, il y a plein de belles initiatives. Ça prend de la réflexivité puis un travail sur c'est quoi les besoins, c'est quoi les barrières, puis sur quoi je vais agir pour accéder, puis contribuer à lutter contre ces barrières-là. Je pense qu'on a un rôle important, chacun d'entre nous, par rapport à ça. Bien, merci beaucoup. Merci. Très apprécié. Maintenant, on est rendu à Lucie Catherine et Stéphanie qui travaillent en tandem. Donc, Lucie, on va commencer par Lucie Catherine dans les solutions. J'avais oublié de dire, quand je me suis présentée, je suis aussi chargée d'enseignement à la Faculté des sciences infirmières de l'Université McGill. Donc, dans mon travail, dans le cadre de mon travail, j'ai des étudiantes en sciences infirmières que je supervise. Donc, j'en ai 10 par session. Donc, 6 qui viennent avec moi au Centre d'amitié autochtone et 4 qui m'accompagnent aussi au foyer pour femmes autochtones. Tout ça pour dire qu'en termes de solutions plus institutionnelles, ces jeunes femmes-là, mais je dis jeunes femmes parce qu'en nursing, c'est majoritairement des femmes, c'est des jeunes femmes qui vont devenir des alliés pour les Autochtones dans le système de santé plus tard. Plusieurs, quand elles terminent leur stage avec moi, me disent que ça a complètement changé leur vision de c'était quoi la réalité autochtone. C'était au-delà des formations qui sont offertes par le gouvernement, au-delà complètement de la réalité dont elles entendent parler dans certains documentaires, parce qu'elles le vivent elles-mêmes. Puis souvent, j'ai des étudiantes qui vont accompagner de nos patients, qui doivent aller à l'urgence, et elles vont subir elles-mêmes, à travers toutes les étapes à passer à l'urgence, elles vont subir elles-mêmes du racisme systémique. Oui. J'ai des étudiantes qui ont été complètement outrées de ce qui s'est passé pour une de leurs patientes. J'ai même une étudiante qui a été expulsée de l'urgence de Notre-Dame en code blanc parce qu'elle était tellement fâchée de la façon que la patiente était traitée qu'elle trouvait ça inadmissible. Donc, mes étudiantes, ça devient, je pense qu'en formant sur le terrain, ça fait en sorte que ces futures praticiennes de la santé-là vont être capables de parler et to speak out loud. J'en ai qui me rappellent après, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils ont fini leur stage, puis elles me disent, comme j'en ai une qui travaille au département de trauma d'un des grands hôpitaux de Montréal, qui m'a rappelé pour me raconter qu'ils avaient reçu des jeunes autochtones qui avaient eu des graves accidents trauma crâniens en VTT, 14 ans, 15 ans. Puis, elle a repris un médecin qui disait au poste des infirmières « Ah, mais il devait être sous, de toute façon. Ah. » Fait qu'elle a repris, elle a dit « Mais est-ce que vous diriez la même chose si c'était un jeune blanc de Westmount? » Oui. Tu sais, c'est... Puis j'étais fière de mon étudiante, elle m'a appelée pour dire ça. J'ai une autre étudiante qui a parti un programme pour fournir de la bannique aux patients autochtones dans les hôpitaux. Elle a parti ça après son stage, quand elle a commencé à travailler dans un des grands hôpitaux de Montréal. Elle voulait partir un programme alimentaire adapté. Puis elle a réussi à faire monter en sorte jusqu'à la direction de l'hôpital qui est de la bannique accessible à tous les patients d'origine autochtone. Puis aussi, là, ils sont en train de travailler sur de créer l'accès à la nourriture plus traditionnelle
surtout comme les Inuits aussi, qui veulent avoir accès au caribou, tout ça dans le cadre de leurs hospitalisations. Donc, je pense que une des solutions, non seulement il faut que les praticiens de la santé soient au fait de ce qui se passe en termes de stigmatisation, mais je pense qu'en créant des milieux de stage de plusieurs semaines dans le milieu, que ça va changer leur vision à tout jamais de plus tard quand ils vont être les prochains praticiens et professionnels de la santé dans le système. Moi, je le vois avec mes étudiantes. Qu'est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles ont vu. J'en ai certaines qui reviennent comme bénévoles après, tellement elles ont aimé le milieu. Contrairement à toutes mes collègues qui ont des étudiantes en stage, les miennes, je ne suis pas capable de les faire partir le soir. Plusieurs de mes collègues me disent « Mais comment tu fais? Pourquoi ils ne veulent jamais partir, tes étudiantes? » Je ne sais pas. C'est ça. Mais je pense que les stages, ça change. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, peut-être les infirmières de triage à l'urgence pourraient aller faire un stage chez vous. Ça serait une très bonne idée. On prend ça en note. Merci. Maintenant, Stéphanie! Alors, je dois rebondir sur ce que tous mes collègues ont dit. Alors, effectivement, l'enseignement, c'est super important. Puis on le voit, nous aussi, avec notre programme de compétences avancées en médecine des toxicomanies. On a 4 résidents par année qui passent 1 an complet au CHUM avec nous et qui, quand ils graduent, bien, ils mettent sur pied d'autres services dans d'autres hôpitaux pour justement augmenter l'accès aux services. Puis, alors, ils deviennent des leaders dans leurs unités de médecine de famille, dans les hôpitaux où ils travaillent. Donc, c'est un plus aussi. Mais justement, l'autre point aussi que mes collègues disaient, c'est que, bon, oui, le système de santé est assez rigide. Alors, il faut qu'il devienne plus flexible. Il faut qu'on arrête de travailler en silo, puis qu'on travaille ensemble avec les organismes communautaires, puis qu'on parte à partir des besoins des gens, des patients, au lieu d'essayer que... J'ai le mot « fitter », mais que ça fitte. Oui, c'est un bon mot. Parmi les protocoles des établissements, il faut être plus flexible. Puis finalement, il faut parler. Il faut continuer la discussion. Il faut déstigmatiser ça, puis c'est en parlant, en discutant. Puis je suis vraiment heureuse de savoir que Regard des références va commencer sa campagne de sensibilisation et c'est ça qu'il faut. Alors, merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. On me dit que c'est fini. On m'a fait ça demain. Alors... J'espère que ça veut juste dire que c'est fini. Alors, on vous remercie beaucoup de votre participation. Y a-t-il quelque chose ici c'est fini? Les questions? Ah oui, les dignitaires vont venir parler. C'est ça? Ah! Ben, merci beaucoup à vous. Il n'y a pas de questions? Non? Il n'y a pas de période. Allez-y. Bon. C'est un commentaire puis une question. Oui. C'était juste, mais en fait, c'est ça. Je voulais juste te remercier, Luc. Ah, t'es gentil. De faire ce que tu fais puis tout ça, puis remercier comme tous les gens qui font une différence puis qui prennent la voix pour quelqu'un ou la personne elle-même qui prend sa voix puis tout ça. Puis ma question, c'est ça, dans le fond, est-ce que dans vos pratiques, est-ce que les gens avec qui vous travaillez, est-ce qu'ils ont une voix? Est-ce que leur voix peut être entendue quelque part? Est-ce qu'ils ont accès à... Je ne sais pas si ça fait du sens, ma question, mais est-ce qu'ils ont accès à une voix pour parler de ce qu'ils vivent puis pour pouvoir participer à la transformation sociale, là, dans le fond? Oui, j'ai... L'exemple, je vais plus donner un exemple qu'on a vécu, c'est le patient partenaire. Je trouve que c'est une formidable idée quand on faisait nos rencontres justement pour développer avec le CHUM, avoir accès aux patients partenaires dans les rencontres de réflexion, ça change vraiment la donne. Absolument, hein, oui, c'est vrai que ça amène une autre vision. Exactement. Merci. Sinon,
mettons, de mon côté, conso sexualisé, avec un ami et collègue qui a justement un vécu expérientiel, on a mis sur pied un comité qui s'appelle Cris de ralliement, où est-ce qu'on a rallié différents organismes et institutions pour pouvoir essayer d'adapter nos services, puis parler davantage entre les services, parce qu'il y a plein de choses extraordinaires qui se font en silo, mais maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se fait pour justement qu'on soit capable de tout le monde en bénéficier et que ça soit encore plus merveilleux. Merci. Oui, exactement, tellement. C'est un peu ça que je recherche. C'est pour ça que je viens ici. On est allé dans plusieurs événements qui ne sont pas nécessairement en santé mentale puis tout ça, mais il y a des liens partout. Puis je pense qu'en s'unissant, c'est souvent au niveau des minorités, c'est souvent au niveau des personnes vulnérables. Puis je me dis qu'en s'unissant ensemble comme personnes vulnérables, ça fait un plus grand groupe, puis ça a une plus grande voix. Absolument. Voilà. Très bonne. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Monsieur, dernière question. Je me risque. J'aimerais vous entendre, Mme Bertrand, me parler, mais moi, je viens de la CNESST et ce qui m'intéresse, entre autres, ce sont les milieux de travail. Donc, j'aimerais vous entendre tous et toutes. Quelles sont les bonnes pratiques? Comment vous voyez la prévention dans les milieux de travail? D'autant plus que maintenant, les risques psychosociaux là, sont reconnus comme pouvant être indemnisés par la CNESST avec modernisation du régime. En tout cas, bref, le volet prévention, si on veut, comment prévenir tous les troubles reliés, les lésions professionnelles, tous les troubles qu'on sait avec les personnes qui vivent la stigmatisation à tous les niveaux. Oui, bien, peut-être un élément sans être experte là, en santé au travail, mais certainement que bien, déjà, il y a une culture d'organisation axée sur l'entraide, je dirais, puis de prendre soin. On parlait tantôt de culture de performance au niveau universitaire, mais ça peut aussi être une réflexivité sur le climat qu'on met en place dans un milieu de travail aussi. Dans quelle mesure aussi on a des mesures plus générales de pairs, comment on peut favoriser l'entraide, d'avoir des formations même pour que les personnes puissent s'entraider. C'est des types de mesures qui sont mises dans les milieux de travail, spécifiquement par rapport à la consommation. Il y a aussi, est-ce qu'on peut créer un espace qui est confidentiel? Parce qu'encore là, le point de vue moral, puis l'impression que si on consomme, par exemple, des drogues illicites, ça devient automatiquement incompatible. Il y a un travail à faire de ce côté-là. Parfois aussi, des mesures où tout de suite, l'obligation, c'est d'aller, par exemple, dans une cure interne s'il y a une consommation comme étant la seule voie, est souvent liée au niveau des assurances. Fait qu'il y a tout aussi un travail à faire pour favoriser l'accès aussi à un soutien, puis d'avoir une vision de voir, concevoir la consommation comme étant un élément qui fait partie plus globalement de la santé globale, puis éviter d'avoir une surréaction, de questionner nos normes aussi. Est-ce que dans la mesure où on veut prévenir, mais est-ce qu'on en parle, puis on devient un mauvais employé de qui on va se méfier? Donc, il y a tout aussi comment on installe une culture où est-ce qu'on sait qu'on a accès aussi à des ressources et à des espaces pour pouvoir discuter puis aller chercher de l'aide avant que ça devienne trop grave. Ce serait peut-être des pistes qui me viennent là, par rapport à votre question. Merci. Peut-être avant nous, Marie-France, à l'université, vous avez un système aussi où des gens sont identifiés pour des espèces de sentinelles, hein, qu'on peut appeler ça comme ça. Donc, les gens sont formés à l'intérieur de l'université. Ils sont étiquetés, ils ont même un tag, là. Et puis, donc, si les gens ont besoin de parler, ils vont les voir, mais aussi ces gens-là vont aller vers les gens. S'ils savent que Marie-Louise, elle se divorce, on va aller voir Marie-Louise, puis on va dire, viens, on va en parler. Parce qu'une affiche avec un numéro de téléphone, c'est moins winner. Excusez, mais c'est ce que la recherche nous démontre. Ce qui est winner, c'est quand un collègue qui a été formé va voir la personne, viens, on va aller prendre un café. Ça, on sait que ça marche. Par exemple, il y a des entreprises, Hydro-Québec, pas le nommer, là, je suis allé dans le Grand Nord, puis à chaque réserve, il y a des agents identifiés pour ça. Puis ça a réduit énormément le taux d'absentéisme. Sinon, pour réagir aussi sur la question, il y a la culture organisationnelle. Chaque compagnie va avoir ses
ces enjeux psychosociaux que je dirais. Puis, ça serait de voir comment on pourrait réaménager aussi l'environnement de travail. Dans ma pratique autonome, je fais principalement, je fais du privé. Hein? Fait que j'ai beaucoup de professionnels qui viennent me voir. Par exemple, personnes ingénieurs, avocats, pharmaciens, médecins, etc., qui consomment. Puis, dans ces personnes-là, souvent, les causes qui font en sorte qu'ils vont consommer, c'est tout ce qui est l'anxiété liée à la performance au travail. Hein? Je pense, entre autres, les ingénieurs qui doivent avoir des gros projets, là, plusieurs d'affilée, ça représente plusieurs millions de dollars. On leur demande, fais l'impossible. Fais juste l'impossible, puis on va avec. Est-ce que c'est normal qu'à un moment donné, les personnes ils cherchent des stratégies d'adaptation? Hein? La consommation reste une stratégie d'adaptation. Il y aurait ça aussi à repenser, c'est comment on peut réaménager ces environnements-là pour qu'ils soient sécuritaires pour ces personnes-là, qui puissent faire leur travail et puis sans qu'il y ait tout ces stresseurs-là, hein? Puis déstigmatiser aussi, bien évidemment, tout ce qui est par rapport à la consommation, parce que les gens vont garder sur eux, mais pour eux plutôt. Puis, un des capitaux du rétablissement, c'est justement d'être capable de créer ce lien social-là, d'avoir plusieurs piliers sociaux pour permettre justement de se libérer de ce poids-là. Fait que ça serait différents enjeux qui seraient malheureusement, c'est pas genre un truc qu'on enlève et que tout se règle. C'est beaucoup plus centré sur chaque organisme, selon moi. Si vous voulez en savoir plus, allez sur santémentaltravail.ca. Hein? C'est une équipe, c'est une chaire de recherche de l'Université du Québec à Montréal qui est dirigée par le professeur Marc Corbière. Ils font des recherches partout dans le monde, mais ici, là, donc santémentaltravail.ca, ils ont des outils pour les intervenants puis pour les personnes atteintes.